dimanche. On a que ça à foot sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous les amateurs de sport. Bienvenue à notre rendez-vous 100% foot sur Fadjet. À mes côtés, vous les connaissez, on ne les présente plus. Hugo. Bonjour à toutes et à tous. Guillaume. Bonjour, je suis pas dernier, je suis content aujourd'hui. Et Nicolas. D'habitude, je suis premier. Bonjour à tous. On va changer un peu l'ordre, on ne sait jamais, nouvelle saison, on change un peu. Passons tout de suite au sommaire de l'émission, les amis. 2 journées de Ligue 1 sont donc jouées depuis notre dernière émission. On va revenir donc sur les matchs de la 5e et 6e journée, avec un regard bien sûr sur le classement. Après la pause, on retrouvera la chronique de Guillaume sur la SNL. Et juste après, ce sera l'heure du quiz. Et nous ne sommes plus relégables, monsieur. C'est la grande nouvelle de la journée. Absolument. Avant de passer aux résultats des Français à l'étranger, nos spécialistes livreront leurs avis sur les matchs du week-end. Et n'oubliez pas, bien sûr, vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag OKCAFoot. Et la page Facebook de l'émission. Toujours aussi, très active. Sur laquelle on peut réagir et animé par Hugo, on le rappelle. Oui, mais bon, pas de publicité, mais notamment des articles sur l'ASNL et les comptes rendus de matchs très intéressants. Voilà, avis aux amateurs de l'ASNL. Le message est passé. On attaque tout de suite avec la Ligue 1. Donc, Hugo, tu nous rappelles les résultats de la 6e journée, s'il te plaît ? Eh oui, donc hier et avant-hier, on a joué la 6e journée du championnat de France de Ligue 1. Mardi, Lille s'est incliné sur sa pelouse 2-1 face à Toulouse. Paris s'est imposé 3-0 face à Dijon. Et hier, Angers a battu Caen 2-1. Bastia et Nancy n'ont pu faire mieux que match nul 0-0. Guingamp a battu Lorient 1-0. Lyon a atomisé Montpellier 5-1. Metz, nos amis de la Lorraine et de la Moselle, se sont inclinés 3-0 face à Bordeaux. Nantes et Saint-Etienne ont fait 0-0. Le carton de la journée revient à Nice qui a battu Monaco sèchement 4-0. Et enfin, c'était le match pour moi vraiment du week-end, enfin en tout cas de la journée. C'est Rennes dans un match fou qui a battu Marseille 3-2. On va revenir justement sur le carton de Nice à Monaco. Et messieurs, je vous pose la première question de cette émission. S'est-on trop enflammé avec Monaco, qui était quand même leader du championnat avant cette défaite ? Enflammé, non. Non, pas enflammé, parce que je pense que Monaco, les matchs qu'ils ont gagnés depuis le début de la saison, la qualité était là. Il y avait une maîtrise, ils n'étaient jamais affolés, ils paniquaient pas. Tu avais l'impression que même s'ils étaient menés, même s'ils avaient été menés, il ne pouvait rien leur arriver. Donc la qualité de leur match, ils l'avaient pour eux. Après, est-ce qu'on s'est trop enflammé ? Concrètement, qu'est-ce qu'on a dit sur Monaco à part dire qu'il faisait un bon début de saison ? J'ai vu personne dire qu'il pouvait concurrencer le PSG. Si on l'a entendu. Nous, non, mais les journalistes, je cite pas des journaux spéciaux. Non, c'est pas grave, ça passe. Et ils annonçaient quand même Monaco comme concurrent en Paris Saint-Germain. Et aujourd'hui, on voit quand même que face à une plus grosse équipe, ils perdent quand même 4-0. Je pense quand même que est-ce que Nice France, on s'enflamme. Ou est-ce que Nice c'était équipe surprise du début de saison ? En France, on s'enflamme quand même très vite avec les équipes. On a vu Lyon, déjà Monaco, je crois l'année dernière, il y a 2 ans, Lyon s'était enflammé avec Lyon. Et au final, ils avaient fini assez loin quand même du PSG, même s'ils avaient inquiété jusqu'à la 35e journée à peu près. On s'enflamme très vite, je trouve, en France, comme avec nos équipes. Ouais, non, faut pas faire de conclusion hâtive. C'est vrai que Monaco réalise quand même un très bon début de saison. Pour moi, c'est juste un accident. Notamment au niveau européen. Notamment au niveau européen avec la qualif en Ligue des Champions et puis la première victoire face au Tottenham en phase de groupe. Après, c'est des accidents, ça arrive en début de saison. Ça arrive de passer au travers. On est aussi dans une semaine à 3 matchs. Il y a eu un match samedi, donc il y a eu un match hier. Il y a de nouveau des matchs de championnat ce week-end. Donc il faut faire aussi tourner l'effectif. Mais Jardim fait peu tourner comme il n'avait pas fait tourner hier. Justement, c'est un peu le problème parce que bon, hier il y avait quand même les titulaires. Il y avait Falcao qui était titulaire. C'est l'équipe type. Il y avait Lemar, il y avait Fabinho. Enfin vraiment comme tu dis, Nico, l'équipe type. Après voilà, c'est comme je dis, c'est un accident de parcours. Nice fait aussi un très bon début de saison. Balotelli est en réussite malgré son match loupé en Europa League face à Schalke. Voilà, c'est aussi un derby, donc tu as aussi la rage de vaincre. Oui. C'est plus facile pour une équipe de jouer à domicile un derby. C'est un accident de parcours. Monaco est 3e au classement, égalité de points avec le PSG. Donc il n'y a pas de catastrophe. Mais après la décharge de Monaco, c'est vrai qu'ils ont quand même globalement dominé le début de match. Et Nice marque un peu contre le cours du jeu, l'ouverture du score. Et ce but change quand même la donne sur le résultat final. Monaco aurait pu ouvrir le score en début de match. Pour en revenir au sujet, je pense pas qu'on s'est enflammé avec Monaco. Je veux dire, à aucun moment. De toute façon, tout le monde sait pertinemment que le champion, ce sera Paris. C'est une surprise pour personne. C'est peut-être ça. Alors évidemment, si on place Monaco parmi les favoris, pourquoi ? Parce que c'est le 2e plus gros budget de la Ligue 1, vu que c'est le 2e qui est un actionnaire qui peut injecter beaucoup d'argent. Donc évidemment que les médias disent c'est peut-être l'année de Monaco cette année, etc., etc. Mais par rapport à la qualité de leur match,
par rapport à la qualité des prestations, non, on ne s'est pas enflammé. Le jeu était là, c'était une très bonne équipe de Monaco, solide, fidèle à elle-même. Et c'est peut-être ça aussi, on a tellement envie ou pas de voir Paris chuter une fois dans une année qu'on pense dès qu'il y a une équipe qui sort un peu du lot. Justement, Monaco a fait chuter le PSG dès la deuxième journée. Après, c'est vrai que Monaco, on a des espoirs. Pourquoi ? Parce qu'il y a des joueurs qui sont revenus au Bercail. Germain, qui avait fait un prêt très satisfaisant à Nice, qui est revenu à Monaco. Falcao, de même, qui était à Chelsea, qui s'est un peu perdu, qui est revenu à Monaco, qui fait un début de saison assez intéressant. Donc offensivement, on a quand même des belles gâchettes. Fabinho au milieu de terrain avec Lemar et sa patte gauche, c'est vraiment aussi Bernardo Silva aussi. Deux joueurs vraiment créatifs. Donc on a quand même un milieu assez créatif et de la concurrence. Donc ça tire les joueurs vers le haut. Monaco, ils sont assez complets cette saison. En attaque également, Subasic dans les buts qui est constant, qui a toujours été un bon renfort en défense centrale avec Glick. Et puis Sidibé sur le côté aussi qui fait du bien à Monaco. Donc c'est vrai que c'est une équipe assez homogène. Le groupe est tiré vers le haut en vue notamment de la concurrence, parce que les joueurs, je pense que cette année il y a plus de concurrence, donc doivent faire leurs preuves. Et puis voilà, Monaco n'a rien à perdre dans ce championnat, on n'est qu'à la 6e journée, mine de rien. Donc c'est vrai que faut pas s'enflammer, mais il faut aussi avoir des espoirs en cette équipe. Et puis la saison est encore longue, il va y avoir beaucoup de matchs à jouer. Il peut y avoir des blessures. Enfin, c'est vraiment, voilà, on est qu'au début et il n'y a aucune raison de s'inquiéter ou de s'enflammer en fait. Monaco, je vois pas vraiment de point faible dans l'équipe de Monaco à tous les postes. Et même cette année, ce qui change un peu de l'année dernière, c'est qu'ils ont une bonne profondeur de banc. Et comme tu disais, avec la concurrence, avec Lemar, Dirard, Lemar, sur les côtés, Bernardo Silva, Moutinho dans l'axe. Il y a vraiment des joueurs qui poussent entre eux et qui font grandir l'AS Monaco pour cette saison. Et c'est pour ça peut-être qu'aussi on s'est enflammé, même si Guigui dit. Beaucoup d'espoir sur eux, on va dire. Normalement, c'est pas enflammé, voilà. Je vais pas me répéter, mais. Alors, est-ce que la question n'est pas inverse ? Est-ce qu'il faut prendre maintenant Nice très au sérieux ? Non, là, on s'enflamme. Ah, là, je m'enflamme. Non, je pense pas qu'on s'enflamme. Je pense que Nice tente actuellement. Je dis pas qu'ils vont le faire, mais ils tentent actuellement de passer un palier, de ne plus être un club banal de Ligue 1, comme ça peut être le cas de Rennes, de Saint-Etienne. Vous voyez, je dis banal, c'est pas des clubs. Faut pas oublier que Nice, il y a 3-4 ans, ils étaient assez dans le rouge quand même. Mais là ils ont quand même un projet sportif qui tient la route. L'an dernier, ils finissent dans les 4e, pardon. Là, cette année, ils recrutent quand même Dante. Alors certes, il est en fin de carrière, mais c'est pas n'importe qui quand même. Il n'y a pas beaucoup de clubs en Ligue 1 qui peuvent avoir les capacités d'accueillir un joueur comme Dante avec la carrière qu'il a. Et surtout, ils tentent le pari Balotelli, qui était vraiment lui au fond du trou. Bon, là, pour le moment, ça se passe plutôt bien pour lui. Lucien Favre n'était pas très chaud au début. C'est vraiment Rivière qui a poussé le président de Nice. Balotelli, faire court, personne n'en voulait. Même l'entraîneur du Beşiktaş au fin fond de la Turquie, il n'en voulait pas. Et puis aussi, Belhanda aussi, on parle peu aussi, qui est un peu comme Ben Arfa l'an dernier. C'est vrai qu'il fait des choses intéressantes sur son côté. Il s'était perdu, franchement, quand on voit le match qu'il a fait. On se demande comment ça se fait que. L'argent, il était parti. L'argent, les garçons. Puis il y avait un besoin aussi pour Montpellier de le laisser partir. Mais c'est vrai que je rebondis sur ce que tu disais, Guillaume. C'est vrai que Nice a franchi un cap depuis la création de son stade. Depuis qu'ils ont aussi changé de stade, ils ont changé d'environnement et de sphère, d'atmosphère. Je sais pas si ça se dit, mais en tout cas, voilà, le projet a évolué. C'est vrai que l'an dernier, ils ont eu des très bons joueurs comme Germain devant qui formait l'attaque. Ils ont perdu toute leur attaque, Ben Arfa, Germain. Ils ont conservé Pléa. Mais c'est vrai que moi, au début de la saison, j'étais quand même inquiet. Parce qu'ils perdent Nampalys Mendy qui part à Leicester, ils perdent Germain. Je sais pas s'ils perdent pas un défenseur aussi, ils perdent Ben Arfa déjà. Après, ils quand même sur la jeunesse. Presque la colonne vertébrale quand même de l'OGC Nice la saison dernière. Ils ont réussi à garder Cotiello. Mais après, tu vois, tu peux toujours perdre des joueurs. Si ton recrutement derrière est cohérent, tu verras pas la différence. Et je rebondis juste ce que Hugo disait par rapport depuis qu'ils ont construit leur stade. C'est d'autant plus étonnant parce que d'habitude, quand des clubs construisent un nouveau stade, en général, le sportif derrière, ça coule. On a l'exemple de Lille, par exemple, en ce moment, qui est vraiment. Nice, ils avaient la première année avec leur nouveau stade, c'était compliqué. On se souvient que c'est quand la Brigade Sud, je crois, à Nice, qui avait envahi un peu la tribune présidentielle pour parler avec Rivière, forcer tout ça, parce que les résultats n'étaient pas là. Et Claude Puel, qui était déjà au poste à ce moment-là, il a quand même réussi à remotiver ses joueurs. Ils ont eu un recrutement cohérent. Et ils ont fini 4e la saison dernière avec une très très grosse saison quand même. C'est vrai qu'il faut rendre hommage on parle des joueurs, mais rendre hommage aussi à Claude Puel, parce que c'est lui aussi qui a instauré une certaine philosophie de jeu à l'OGC Nice. C'est vrai qu'on a vu quand même des beaux matchs l'an dernier, du beau spectacle, et puis qui a su redonner confiance à certains joueurs, à l'instar de Germain qui était vraiment pas bien à Monaco. Et son successeur a très bien pris la relève. Lucien Favre, c'est un très bon entraîneur. Vous voyez, qui a réalisé des grandes prouesses du côté de Mönchengladbach, si je dis pas de bêtises, en Allemagne. C'est vrai que c'est un entraîneur peu connu en France, mais qui a fait ses preuves. Très reconnu en Allemagne. Je pense qu'on reparlera assez de Nice cette saison. On va passer maintenant Nice, d'ailleurs, on peut le dire quand même, ils se déplacent à Nancy dimanche 17h. On en parlera dans la troisième partie de l'émission. Passons maintenant à Lyon tout de suite, qui s'est imposé
hier. Après, on a un match assez catastrophique face à Marseille dans l'Olympico ce week-end. Est-ce que Lyon sort de la crise ? La vraie question, c'est plutôt est-ce qu'on aide Lyon à sortir de la crise ? On va dire, je fais preuve de mauvaise. Ah oui, je suis désolé, mais je suis obligé. Depuis le début de saison, il n'y a pas une équipe qui est plus avantagée que Lyon. Alors évidemment, on va me dire, t'es un rageux, gna gna gna. Mais je suis désolé. Il faut vraiment être lyonnais et se voiler la face pour ne pas l'admettre. Je mets juste quelques faits. Hier, le pénalty en faveur de l'OL qui leur permet de revenir à un partout, il est en dehors de la surface. Pénalty contre Nancy. Vous allez me dire, oui, c'est parce que c'est Nancy. Avant le pénalty, il y a un rouge assez litigieux déjà, dès la 8e minute. Contre Nancy, le premier but lyonnais, la main d'Arder. Bon, on dit rien. Contre Caen, 2 pénaltys. Bon, il y en a un qui est valable, mais l'autre, très litigieux. Ouais. Ça commence pas à faire un peu beaucoup. On va me dire, oui, t'es de mauvaise foi, mais je suis désolé. Lyon, je pense que Lyon, vu la qualité de leurs joueurs, ils n'ont pas besoin de l'arbitre comme ça pour gagner des matchs. Surtout, on voit quand même Jean-Michel Aulas, après le match contre Bordeaux, il y a Gonalon qui, je crois que c'est Malcolm, qui porte réclamation. Il porte réclamation parce que Gonalon a pris que 4 matchs, mais 4 matchs, c'était déjà une suspension moindre, vu la faute qu'il fait sur Malcolm, qui a certes, heureusement, pu continuer le match, je crois, ou en tout cas, il a joué ce week-end. Il a d'ailleurs marqué à Metz hier. Et il porte réclamation contre 4 matchs, c'est quand même incroyable, quoi. Après, la bouffée d'oxygène du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est aussi la Ligue des Champions. On parle de crise. Bon, une crise au bout de 6 journées, c'est un peu tôt, je pense. C'est une mini-crise, parce qu'il y a eu 2 défaites d'affilée. Voilà, L'Olympique Lyonnais est actuellement 7e avec 10 points. Ils ont seulement, alors est-ce que c'est beaucoup ? Ça vaut du jeu 4 points de retard sur Nice, qui est leader. Ils sont à 3 points du PSG et de Monaco, donc ils sont encore à leur portée. Après, c'est vrai que la Ligue des Champions, ça a été un adversaire sur le plan européen assez faible. On a qui leur a permis quand même sortir un de bon gagner match, 3-0, donc c'était une bouffée d'oxygène. Après, c'est vrai que c'est plus difficile en championnat. Et puis, il ne faut pas oublier aussi, surtout, c'est Alexandre Lacazette qui avait quand même marqué 3 buts à Nancy. Et 2 buts face à Lyon. Nabil Fekir également. Il y avait le retour de Ghezal qui n'était pas intégré dans le groupe les premières journées. Donc il y a aussi une équipe à mettre en place. Et puis il y a malheureusement, comme je le disais tout de suite, Lacazette et sa blessure qui ne va pas aider sûrement. Lyon également, entre parenthèses, qui a raté le coach pour recruter Adebayor. Et qui a raté le coach, je sais pas, c'est quand même c'est un peu flou. Et qui a Bruno Genesio qui ne voulait pas du tout Emmanuel Adebayor. Qui ne voulait pas du joueur. Et c'est là qu'on voit par contre que Lyon, c'est un peu compliqué cette saison, c'est qu'ils recrutent Jean-Philippe Mateta de Châteauroux, 19 ans. 5 millions d'euros quand même au milieu du mois de septembre. Quand on sait que, en fait, ils avaient essayé de l'avoir, je crois, avant la fin du mercato, ça s'était pas fait. Ils le prennent seulement maintenant, c'est quand même une décision réaction à la assez blessure de Lacazette. Mais c'est peut-être un pari osé qui va marcher, parce que quand tu vas te chercher, généralement quand les gros clubs vont chercher un joueur en national, 5 millions d'euros pour un joueur de 19 ans qui joue en national, je trouve ça. Je pense que le joueur en doit en valoir la cacahuète. Est-ce que c'est un futur N'Golo Kanté qui était parti de Boulogne-sur-Mer, et quand on voit maintenant la carrière qu'il fait du côté de l'Angleterre et de Chelsea, il est passé par où N'Golo Kanté en Ligue 1? Bon, d'accord, il a fait il a fait Boulogne, il a fait Caen, ensuite il est parti à Leicester, il a fait Chelsea. Est-ce que Mateta peut avoir la même destinée? Ça va être un pari qu'on lui souhaite voir sur les prochaines journées, voir s'il réussit à remplacer ou tout du moins effacer. Après, concernant Lyon, il y a juste quand même un joueur qui sort du lot cette saison, hormis Lacazette pour son début de saison, c'est Corentin Tolisso. On sait qu'il a failli partir quand même à Naples pour environ 30 millions d'euros, que Aulas a voulu à tout prix garder. Excellent choix d'Aulas. Tolisso a choisi de rester, et quand on voit le début de saison, c'est lui encore qui met un doublé hier contre Montpellier. Il marque en Ligue des Champions, il ouvre le score, je crois. Et Tolisso, la saison dernière, il a été un peu moyen par rapport à la saison d'avant, mais là il confirme justement sa première saison à Lyon où il était vraiment extraordinaire. J'aimais beaucoup Tolisso, et là même en espoir il marque cette saison, et franchement pour moi c'est l'un des meilleurs Lyonnais de ce début de saison. C'est même le joueur du début de saison, absolument. Hormis Lacazette qui du coup est blessé, oui. Tolisso d'ailleurs qui a joué en équipe de France Espoir et qui a aussi marqué. Ah, tu l'as déjà dit, excuse-moi. Écoute tes collègues un peu. Je les écoute. Non, mais ça me tenait aussi à cœur de le dire. Non, mais c'est vrai qu'après, voilà, il y a eu aussi beaucoup de mouvements au mercato à Lyon. On sait qu'ils ont perdu gros avec Umtiti aussi en défense. C'est vrai qu'on voit maintenant que le Umtiti peut quand même peser sur la défense. C'est vrai que c'était vraiment le patron. N'Koulou, sur le premier but de Montpellier, c'est lui qui l'a remis, il me semble. Qui marque pour Montpellier? Je sais pas, j'ai pas un souvenir du nom. Et c'est lui quand même qui l'a armé pour l'attaquant montpelliérain. Et c'est vrai qu'Nkoulou, en ce début de saison, on se souvient à Dijon, son tacle par derrière qui provoque le penalty. Voilà, pour l'instant il a du mal. Il va peut-être monter en force parce qu'il a quand même de la qualité. On l'avait vu à Monaco, Marseille un peu moins. Il peut quand même revenir, Nicolas Nkoulou. Oui, après il faut voir, c'est vrai qu'il avait un niveau satisfaisant à Marseille.
Mais il y a eu des paris osés, comme Ribus notamment, le jeune Ribus qui sont allés chercher, je crois. Alors là, je sais plus, je crois que c'était l'Ukraine. Mais Ribus aussi, voilà, qui avait fait, c'est un bon pari tenté par Rolas. Donc c'est à voir sur les prochaines semaines. C'est vrai qu'il faut pas qu'on tire de conclusions hâtives, mais pour l'instant, c'est des joueurs qui réussissent plutôt bien. Et un changement de système aussi après la mini-crise, en 3-5-2, il joue maintenant, avec maintenant Fekir qui jouera numéro 10 derrière 2 attaquants. Quand Lacazette va revenir, Fekir va être en forme, ça peut quand même faire mal à Lyon, je pense. Je suis pas sûr que ce soit son meilleur poste à Fekir. Excusez-moi, j'ai la voix un peu... Je suis pas sûr que ce soit son meilleur poste à Fekir en numéro 10 derrière l'attaquant. Mais bon, on n'est pas là pour débattre de tactique. Bon. Oui. C'est, tiens, une information, là tu demandais le buteur de Montpellier, c'est Morgan Sanson qui a ouvert le score pour Montpellier à la 4e minute. D'ailleurs, on ne l'a pas entendu sur son but. Morgan Sanson. Non, Guillaume, t'as le droit de faire ça. Tu n'as pas le droit. Merci. Il y a des gens qui nous écoutent. C'est le début, c'est la première de l'année. Bon, c'est comme Mateta, son prénom c'est Akuna, voilà, Akuna Mateta. Oh non, la double doit sortir du studio, s'il vous plaît. Faites-le sortir. Un combo de Guillaume, je trouve ça magnifique. Vraiment, ça vaut 2 points au quiz. On en reparlera. On termine là notre partie Ligue 1. On reviendra juste après avec la chronique locale sur la SNL. Tout de suite, je vous laisse avec 21 Pilots, petite dédicace à notre amie Clara avec Ride.